L'histoire que je vais vous raconter est pleine de bruits et de fureurs. Il s'agit de l'histoire de la langue française. Je vous propose de revivre avec moi, à travers 10 épisodes d'une demi-heure, les moments forts de ce combat plus que millénaire. Les grandes batailles que nous allons évoquer ne se résument pas toutes à des joutes oratoires. Souvent, il s'agit de luttes violentes et de victoires remportées dans le sang. Mais par-delà cette violence, je souhaite également vous faire partager l'exaltation que l'on peut ressentir pour l'étonnante entreprise qui a fait du français, ce joyau de finesse et d'élégance, la langue que nous parlons aujourd'hui. Au combat en faveur du français ont pris part tous les écrivains illustres qui ont su lui donner son renom et contribuer au rayonnement des valeurs qui fondent notre culture. À ce combat sont associés aussi tous ceux qui parlent français dans le monde chaque jour, qu'ils soient de France, de Wallonie, de Suisse romande, du Québec, du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs. À travers ce combat, nous savons, nous sentons qu'il s'agit tout simplement de défendre notre manière de concevoir, de dire et d'écrire le monde. Revendiquer le français comme une langue riche, moderne et efficace, telle est la clé de son rayonnement dans le monde de demain. Tel est aussi le moyen de témoigner en faveur de toutes les autres langues. Pendant près de 2 siècles, le français a été reconnu comme langue universelle en Europe. Malheureusement, le XXe siècle, avec ces 2 guerres mondiales extrêmement massives et extrêmement violentes, coûta très cher à la langue française, comme à la France elle-même. D'abord, on a, en 1919, le traité de Versailles, qui met fin au privilège du français, jusque-là reconnu depuis, on peut dire, la fin du XVIIe siècle, comme langue diplomatique unique. Et puis on a, en juin 1944, le débarquement allié en Normandie, qui est l'occasion d'un déferlement de mots anglo-américains dans la langue française. Il est troublant de penser, lorsque l'on voit cette symétrie de la puissance aujourd'hui de l'anglais par rapport à ces situations précédentes, à la prophétie étonnante du philosophe anglais Hume, qui écrivait en 1767 « Laissez les Français tirer vanité de l'expansion actuelle de leur langue. Nos établissements d'Amérique, solides et en pleine croissance, promettent à la langue anglaise une stabilité et une durée bien supérieures. » Oui, mais là, il n'est question que d'une domination d'une langue sur une autre. Est-ce qu'il n'y a pas des emprunts de vocabulaire? Il y avait eu en effet sur le plan interne des emprunts d'une langue à l'autre, et cela bien avant. Cela avait commencé, on peut dire, dès la fin du XVIIe siècle. Dès le début du XVIIe siècle, l'Angleterre est en pleine expansion démographique, avec une population qui passe de 3 millions d'habitants en 1551 à 4 millions en 1601. En fondant de nouvelles zones de peuplement, les Anglais créent les conditions d'une implantation durable dans leurs colonies d'Amérique. En 1770, les 13 colonies anglaises d'Amérique se soulèvent. Cette rébellion débouche bientôt sur une véritable guerre. Le 4 juillet 1776, le Congrès adopte une déclaration d'indépendance proposée par Thomas Jefferson. La France, désireuse d'affaiblir l'Angleterre, intervient dès 1778, suivie par l'Espagne et les Pays-Bas. Lafayette prend la tête des troupes françaises. Le 19 octobre 1781, le général anglais Cornwallis capitule à Yorktown. Les États-Unis proclament leur indépendance, confirmée par le traité de Versailles le 3 septembre 1783. Le 17 septembre 1787, George Washington fait adopter la nouvelle constitution des États-Unis par la Convention. C'est ce texte qui inspirera 4 ans plus tard la Constituante française. L'influence est réciproque, car les doctrines de Rousseau ont la faveur des petits propriétaires américains, et ce sont les philosophes français qui inspirent les indépendantistes. Entre la France et l'Angleterre, les contacts intellectuels sont nombreux. Tandis que beaucoup de nobles anglais viennent en France s'imprégner de l'esprit des Lumières, de nombreux Français s'intéressent au nouveau système industriel britannique. En effet, c'est en Angleterre et avec près d'un demi-siècle d'avance sur le reste de l'Europe que s'amorce la révolution industrielle, avec le passage de la production manuelle au machinisme. L'Angleterre devient ainsi rapidement la première puissance économique mondiale. Son factory system
se caractérise par une séparation entre ceux qui possèdent l'outil de travail, les propriétaires de l'usine, et ceux qui constituent la force de travail, les ouvriers. De 1550 à 1950, il entre un nombre bien plus considérable de mots français en anglais que de mots anglais en français. En effet, durant cette période de 400 ans tout de même, le nombre de mots anglais qui entrent en français ne dépasse pas 600 environ, alors qu'inversement, le nombre de mots français qui pénètrent dans la langue anglaise va être d'environ presque 2000 mots. Comment arrive-t-on à comptabiliser les mots de façon si précise? Eh bien, nécessairement, il ne s'agit que de mots écrits. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passait dans les registres oraux par définition, puisque la manière de les comptabiliser, c'est de regarder les textes qui contiennent une première attestation. Quels sont les mots anglais alors qui arrivent en France au XVIIIe siècle? Eh bien, parmi les plus connus, on peut citer en 1710 le mot club, en 1730 un mot comme roast beef, un mot comme pickpocket sont introduits. Mais alors, pourquoi le français avait-il besoin de ces mots-là? Eh bien, parce qu'il y avait, il ne faut pas l'oublier, des relations politiques et culturelles de plus en plus importantes entre les deux pays. Pensons à Voltaire qui admirait beaucoup le système démocratique politique anglais, qui était un modèle pour lui. Pensons au grand nombre d'Anglais qu'on envoyait sur le continent pour apprendre les manières françaises et inversement, enseigner leur propre manière. Et donc des relations importantes entre les deux pays, de plus en plus grandes à cette époque. Il faut penser aussi que parmi les mots qui entrent, un grand nombre sont d'origine latine. D'origine latine? Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas penser qu'on ait seulement les mots d'origine latine par le biais du français à l'époque de l'invasion normande en Angleterre. Il y avait eu aussi, dès l'époque romaine, une première imprégnation. L'anglais a connu plusieurs couches successives de latinisation. Et c'est un de ces mots d'origine latine directement emprunté par l'anglais que serait par exemple le mot insanité. On a encore des mots qui, au contraire, sont empruntés en français à une langue anglaise qui les a gardés depuis des siècles, alors qu'en français ils sont... Depuis la conquête normande, exactement. Alors qu'en français, ces mots sont tombés dans l'oubli. Un mot de ce type est respectabilité. Eh bien, ces deux mots que je viens de vous citer, insanité d'une part, respectabilité de l'autre, on les trouve tous les deux recensés en 1784 dans le fameux journal de la langue française de celui qui deviendra sous la Révolution le grammairien patriote et qui est Urbain d'Omergue. Mais alors, jusqu'à présent, on a parlé des mots anglais d'origine latine. Je suppose qu'il y a aussi d'autres origines. En effet, il y a des mots d'origine purement et simplement anglo-saxonne, eux-mêmes, qui n'ont plus d'origine latine. C'est même une partie importante de ce vocabulaire que le français emprunte. Ce qui est amusant et intéressant, c'est que ces mots, souvent, sont habillés de manière tellement française qu'on ne les reconnaît plus. Ainsi, si je vous dis que redingote, c'est riding coat, c'est-à-dire tenue d'équitation, costume pour chevaucher, ou si je vous dis que paquebot, comme celui-ci où nous sommes, c'est packet boat, c'est-à-dire un navire qui transporte des paquets. Mais alors comment se fait cette francisation? Est-ce qu'elle est officielle ou non? Il n'y a pas de loi. Certains le sont bien, d'autres le sont moins bien. Par exemple, un mot comme pickpocket, comme il y a pick to pick qui ressemble à piquer et packet qui ressemble à poche, le mot reste sous sa forme pickpocket. D'autres, au contraire, subissent une adaptation, soit orthographique, soit même phonétique. Ainsi, on aura un mot comme toast, est emprunté en étant prononcé toast, T-O-S-T-E, en 1745. 5 ans plus tard, en 1750, il va retrouver son orthographe d'origine anglaise, T-O-A-S-T, toujours prononcé toast. D'autres mots résistent un peu plus longtemps. Ainsi, un mot comme pudding, le mot anglais pudding, est emprunté en 1778, c'est-à-dire avant même la fin du XVIIe siècle, 1678, et il va longtemps être prononcé pudding. Il a résisté sous cette prononciation, qui n'est plus celle d'aujourd'hui, pudding, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Entre 1800 et 1900, le visage de l'Europe industrielle se transforme. Suivant l'exemple anglais, la révolution industrielle gagne le continent. Sa population passe de 200 à 400 millions d'habitants. C'est vers 1830 que sont construites les premières lignes de chemin de fer. Entre 1840 et 1880, le réseau se densifie et se modernise. Une seconde révolution industrielle met en œuvre de nouvelles sources d'énergie. Les bateaux à vapeur détrônent les voiliers. L'électricité permet de s'éclairer grâce à la lampe à incandescence d'Edison. Le moteur à explosion donne naissance aux véhicules automobiles. Des inventions nouvelles bouleversent la vie quotidienne, la machine à coudre, la bicyclette, le cinématographe. Ce sont les valeurs de la bourgeoisie industrielle et commerçante qui dominent la société. En Europe, le dernier tiers du 19e siècle est marqué par une dépression économique. De nombreux Européens appauvris, comme les Irlandais, se voient contraints d'immigrer vers les États-Unis, qui bénéficient d'un développement industriel sans précédent. On y voit naître de puissants trusts industriels, tels la Standard Oil. En revanche, l'Europe est absorbée par ses problèmes militaires et diplomatiques. L'Allemagne commence à s'industrialiser vers 1890. Cette puissance nouvelle qui cherche des débouchés commerciaux sur le marché mondial
pratiquent une politique belliqueuse vis-à-vis des autres puissances continentales. La France et l'Angleterre se voient contraints de se rapprocher sur le plan diplomatique. Ils sont bientôt rejoints par la Russie. Cette entente cordiale consacre une nouvelle alliance franco-anglaise qui ne se démentira plus au cours du XXe siècle. Le premier conflit mondial oblige les États-Unis à sortir de leur isolationnisme. Leur intervention de 1917 vient renforcer le camp franco-britannique. Mais ils ne sont pas touchés sur leur propre sol par les combats qui ensanglantent l'Europe. Bien au contraire, la production intensive de matériel militaire qu'ils livrent aux Alliés dope leur économie. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre, et face au vieux monde en ruine, ils apparaissent comme la première puissance mondiale. Les grands mythes américains déferlent alors sur la planète. Dans la littérature et le cinéma, les gangsters et les cowboys font la loi. Toute la génération de l'entre-deux-guerres s'identifie aux stars du cinéma comme Clark Gable et Vivian Leigh, ou rit aux frasques de Charlot et des Marx Brothers. Du fait du développement et de l'intensification des échanges commerciaux avec l'Angleterre, les mots anglais vont commencer à se répandre en français, surtout durant la seconde moitié du XIXe siècle. Et cela ne se fait pas naturellement sans une réaction souvent assez vive des puristes. Ces puristes dénoncent des très nombreux mots qui s'introduisent par le biais du développement des chemins de fer, des mots comme ballast, wagon, tunnel, express. Et ces condamnations, comme vous le voyez, n'ont pas eu beaucoup de succès. Et est-ce qu'avec l'entente cordiale, l'anglais revient à la mode? Eh bien oui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'entente cordiale avec l'Angleterre a pour effet une introduction plus importante encore de mots anglais. C'est à cette époque qu'introduit des mots comme mentalité, 1877, ou encore esthète, 1882, ou encore en 1884, un mot comme, quel est ce mot, agnostique, je crois. Puis à côté de ces mots qui sont des mots du fond gréco-latin passés par le crible de l'anglais, il y a des mots du fond anglo-saxon, germanique proprement dit, qui sont empruntés avec quelquefois des tentatives d'habillage orthographique, enfin qui les masquent plus ou moins bien. Ainsi Rémy de Gourmont, fin 19e, début 20e siècle, essaye d'habiller de cette façon des mots anglais comme Bookmaker, qu'il écrit B-O-U-C, M-A-C-A-I-R-E, ou Grog, qu'il écrit G-R-O-G-U-E, Grog. Bah oui, les phénomènes de mode en fait se retournent et puis... Oui, ça c'est vrai, les phénomènes se retournent et l'histoire des mots, en fait, ce qui est important, c'est de voir que l'histoire des mots reflète l'histoire des idées. Et les anglicismes n'échappent pas à cette loi générale de l'histoire des mots, et autant que les mots autres que anglicismes, ils sont voués eux aussi, du fait de l'évolution des mœurs et des sociétés, à s'engouffrer dans les choses trappes de l'histoire. C'est la raison qui fait que durant la première moitié de ce siècle, on assiste à un certain reflux des mots d'origine anglaise. Certes, il y a encore des mots qui sont encore présents. On aura en 1908 le mot film qui s'introduit. Film? Le cinématographe est inventé par les Français. Eh bien, le cinématographe, c'est une invention française des frères Lumière, mais ça a été exploité, comme souvent, hélas, des inventions européennes, aussitôt après son invention, aux États-Unis. Et par conséquent, la notion de cinématographe a été remplacée ou supplantée par celle de film peu après. Il y a aussi kidnappé, qui est un mot de 1930, s'introduit à ce moment-là. Et kidnappé est un emprunt américain plutôt qu'anglais, puisque ça signifie, to nap signifie enlever, et kid, un enfant, et kidnap signifie enlever un enfant, au sens d'origine, qui n'est pas le sens général d'aujourd'hui. Ça voulait dire enlever un enfant afin de le mettre de manière illégale au travail non rémunéré, ou à peine rémunéré. Bon, en dépit de ces emprunts de mots pas tellement nombreux de la première moitié de ce siècle, on peut dire que vraiment, c'est un moment de reflux, puisqu'il y a environ 200 mots anglais en français dans la dernière moitié, les dernières années même du XIXe siècle, alors qu'on n'en a plus qu'une cinquantaine entre 1920 et 1929. 10 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale allait tout emporter. 6 juin 1944, 155 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Normandie. Quelques jours plus tard, le fameux mur de l'Atlantique se rompt sous la pression des troupes alliées. L'irrésistible percée vers Paris aboutit le 25 août avec la capitulation des troupes d'occupation. Les Parisiens fêtent la libération de la capitale dans l'allégresse. Le 8 mai 1945, la guerre qui s'achève laisse apparaître le décor lunaire des villes européennes, transformé en d'immenses terrains vagues. C'est une Europe libre, mais ravagée par 6 années d'effroyables déchirements que se partagent Roosevelt et Staline à Yalta. L'Europe est désormais divisée en 2 blocs aux systèmes idéologiques diamétralement opposés. Un rideau de fer infranchissable coupe en 2 le vieux continent. À l'Est, une grande partie des pays d'Europe centrale passe sous le contrôle de l'URSS et se dote d'une économie de type socialiste. À l'Ouest, on négocie sous l'égide américaine le pacte de l'Atlantique Nord. Pour pallier la faillite de l'Europe occidentale et contrer la menace d'une tentation communiste, dont les résultats électoraux sont en progrès constant, l'Amérique lance dès 1948 le plan Marshall. La France, deuxième bénéficiaire de l'aide américaine, reçoit 6,5 milliards de dollars, dont l'essentiel se présente sous forme de dons en biens d'équipement et le reste en prêts à long terme. C'est le prix à payer pour faire redémarrer l'économie européenne.
Le plan Marshall, dont la réussite est incontestable pour le redressement économique de l'Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale, a aussi pour effet d'accentuer le phénomène de suprématie politique et financière des États-Unis et naturellement l'inféodation de l'Europe à la puissance américaine. On peut dire que la préoccupation, au moins à moyen terme, de la politique américaine, c'est d'aboutir aussi vite que possible à une élévation du niveau de vie des Européens afin de redresser, de rouvrir un vaste marché de plusieurs dizaines de millions de consommateurs avides d'acheter, de se procurer les produits du Nouveau Monde. Les industriels américains, eux, sont parfaitement conscients du fait que la production cinématographique américaine est le meilleur ambassadeur pour les produits de grande consommation qu'ils fabriquent. Et par conséquent, les industriels américains vont imposer aussi aux Européens l'importation d'énormes quotas de films hollywoodiens. Alors on a donc le cinéma, on a également les surplus de l'armée américaine, on a la chanson, la musique américaine, et tout cela déferle sur l'Europe, et en particulier la France, appauvrie, terriblement appauvrie par la Seconde Guerre, découvre avec stupeur ces nouveaux modèles, ces nouveaux modes de vie, ce qu'on a appelé American Way of Life, des modèles culturels inédits venus d'outre-Atlantique, et du même coup, on va avoir une pression très forte de ces modèles qui vont remodeler sur le plan politique, psychologique, économique, toute une génération, celle qui est issue de ce qu'on a appelé le baby boom, c'est-à-dire l'explosion des naissances. Quelles vont en être les conséquences sur la langue française? Bien, du fait de ce déferlement d'usages et de produits venus d'outre-Atlantique, la langue anglaise va devenir le vecteur idéal pour tous les objets du rêve américain. Et les bénéficiaires, au fond, de cette situation, ce sont les marchands, notamment les marchands français, importateurs de produits américains. Or, ces marchands qui vendent du rêve américain, eh bien, ils importent en même temps que les produits leur nom, car c'est une loi, au fond, sociolinguistique que tout individu qui importe un produit d'un pays donné importe du même coup, par nécessité, la désignation dans le pays d'origine de ce même produit. Mais alors, quels vont être ces mots? Eh bien, comme exemple, on peut citer des mots qui favorisent une sorte, qui illustrent une sorte de snobisme commercial, du fait de la suprématie économique américaine. On dira volontiers quichette au lieu de cuisinette. On dira également week-end au lieu de fin de semaine. On dira gadget au lieu de bidule. Il semble en effet que sous l'emballage flatteur du nom américain, les produits soient plus facilement vendables. C'est du moins l'impression des marchands. Mais alors finalement, le français ne fait qu'emprunter de nouveaux mots américains? Non, l'emprunt s'étend à d'autres domaines aussi. Quand il s'agit que du vocabulaire, ça n'est pas très grave parce que les langues ont besoin d'emprunter et même on peut dire qu'elles vivent d'emprunt. En revanche, ce qui peut être un péril pour l'identité de la langue, c'est quand on emprunte des structures, c'est-à-dire vraiment le noyau dur de la langue, la grammaire. Or, l'usage accrédite un certain nombre de formules qui sont en fait clandestinement, sans qu'on en soit conscient, des formules de facture anglo-américaine. Par exemple? Ainsi, on a par exemple une expression qui paraît aussi naturelle et aussi évidente et française que point chaud et qui est en fait un calque de hot spot. On a encore la guerre froide, qui est en fait une traduction littérale de Cold War. On a encore prêt-à-porter, qui paraît si français, et qui en fait est ready to wear. On a ainsi un grand nombre d'expressions qui, sans qu'on en soit conscient, sont des décalques de tournures étrangères. Et même, pour en citer encore une autre, lorsque l'on est soumis à l'envoûtement des voix suaves qui distillent des invitations et qui sont celles d'hôtesses d'aérogare, sous quelque chose comme « Votre attention, s'il vous plaît !» Quel individu, même extrêmement attaché passionnément à la défense du français, serait capable de se souvenir encore du très rude « Attention, attention !» qu'on utilisait encore autrefois. Dans les années 50, la France éblouie découvre le rêve américain. Tous ces clichés vont contribuer au mythe de la réussite à l'américaine. Il est important de distinguer entre l'emprunt véritable de mots anglais, c'est-à-dire avec leur sens anglais, et puis l'emprunt par assignation d'un sens français à des mots anglais. Du coup, ces mots deviennent incompréhensibles, évidemment, à un anglophone de naissance. Et on peut dire, sans paradoxe, que ce sont des mots français. Ça s'applique aux mots en ing, qu'on prononce ing. Les mots en ing, en français, désignent un lieu, un parking, un dancing, un pressing. Bon, une boutique, un lieu où on danse, un endroit où on gare sa voiture. Tandis qu'en anglais, ce n'est pas un lieu, ça désigne l'activité elle-même. Donc on a une différence importante entre ces deux mots, et ils sont vraiment français avec ce sens de lieu. De faux anglicismes
Il s'agit ici de mots français, mais constitués sur base d'éléments anglais. Évidemment, ces mots sont opaques à un anglophone qui ne s'en sert jamais. Ainsi, on a en français, et bien du français, un mot qui est recordman. En anglais, on dit record holder, c'est-à-dire détenteur du record. Ou bien c'est un mot français, paradoxalement, que tennisman, qui s'emploie jamais en anglais, où on dit tennis player, c'est-à-dire joueur de tennis. La même chose s'applique à des mots comme motocross ou autostop. Et puis il existe ce qu'on appelle de faux amis. C'est quoi? Alors, on a faux amis quand, par exemple, le mot a pris un sens qui est celui de l'anglais. Exemple, si je prends un mot comme opportunité, eh bien, en français, il veut dire fait d'être opportun. En anglais, ça veut dire une occasion, opportunity. On lui donne trop souvent un sens d'occasion qui n'est pas le sien en français. Même chose pour pratiquement. On dit en français, ça signifie d'une manière pratique, normalement en français classique, mais là, on l'emploie au sens de presque, qui est celui de practically. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est plutôt positif pour la langue française, puisque le mot français acquiert une double signification. Ça, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'être fermé à l'emprunt. Lorsque l'emprunt répond à une nécessité, c'est-à-dire lorsque le mot emprunté désigne une réalité qui, jusque-là, dans la langue d'accueil, ne recevait pas de désignation. Ça, je suis entièrement d'accord. En revanche, ça n'est pas se figer ou figer la langue dans un immobilisme stérile ou rétrograde que de ne pas être d'accord avec ceux qui prétendent que building vaut mieux que bâtiment, ou que drink dit quelque chose de plus que boisson, ou encore royalty par rapport à redevance. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement du commerce international entraîne une logique de surconcentration des entreprises et voit la mise en place de groupes aux ramifications tentaculaires qui font la loi sur toute la planète, les multinationales. L'économie de marché ne connaît plus de frontières et la planète entière passe sous l'influence de ces trusts dont la puissance financière rivalise désormais avec les pouvoirs politiques nationaux. Pour sortir vainqueurs de cette compétition commerciale, les états-majors de ces multinationales doivent envisager la planète comme un espace sans frontières et oublier les particularismes nationaux. Le concept de citoyen cède la place à celui de consommateur. Pour uniformiser le marché planétaire, les multinationales disposent d'une arme puissante et sophistiquée. Un réseau mondial de télécommunications multimédia qui permet de maîtriser l'information. La communication de masse véhiculée par le multimédia nous impose une vision prête à penser du monde, conçue selon les stratégies industrielles des groupes multinationaux. Ces nouveaux maîtres à penser s'appellent IBM, Macintosh, Microsoft. Ce développement sans précédent des modes de communication transforme en profondeur la nature des relations entre les hommes. Le réseau mondial du multimédia nous transporte dans une dimension virtuelle, où les impératifs de communication engendrent une simplification à outrance de la langue au profit d'un code binaire, utilitaire et universel. La proportion des mots anglo-américains dans le vocabulaire français est bien inférieure à ce que croit généralement le grand public. Si on l'évalue sur un lexique d'environ 60 000 mots, eh bien, elle ne dépasse guère 1500 à peu près, c'est-à-dire 2,5% de l'ensemble. Seulement, ce qui rend ces mots anglo-américains omniprésents ou très récurrents, c'est le fait que l'on confond souvent deux types de fréquences, la fréquence dans le lexique et la fréquence dans l'usage. L'anglo-américain semble adapté au rythme trépidant de la vie moderne, de la vie de cette époque. Une époque dans laquelle le rythme des informations est tellement vertigineux qu'il dépasse les capacités de rétention de la mémoire humaine. Une époque également de surconsommation qui semble requérir une langue réaliste, une langue propice à la vente, une langue rapide et une langue dans laquelle les mots soient également assez courts. On remarque d'ailleurs, ce qui est intéressant, que les mots les plus courts pénètrent plus facilement les mots anglais les plus courts dans la langue française. Ainsi, on préfère souvent dire des monosyllabes agiles comme clip, comme scoop ou comme spot, au lieu respectivement de bandes promo, de exclusivité ou de messages publicitaires. Est-ce qu'il n'y a pas des mots français qui réussissent finalement à s'imposer face à leurs concurrents américains? Oui, le combat en faveur de la langue française a quand même pu obtenir quelques victoires ponctuelles. Ainsi, on dit aujourd'hui plutôt perchiste au lieu de perchman. On a également l'impression que l'on revient au vieux mot français salon qui semble supplanter living room qui très longtemps l'avait remplacé. On a également, de plus en plus semble-t-il, simulateur cardiaque qui a l'air de remplacer pacemaker. On pourrait citer encore bien d'autres mots, par exemple dans le domaine de l'informatique. Eh bien, on a probablement installé pour toujours le mot ordinateur qui a supplanté computer. Ordinateur a été proposé dans les années 50 par le latiniste Jacques Perret. Et dans ce même domaine, on a les mots bien connus de logiciel au lieu de software et de matériel au lieu de hardware. Ces deux derniers mots, du reste, s'étant même, peut-être pas implantés, mais réussi à se mettre en faveur aux États-Unis eux-mêmes. En fait, l'évolution de la langue témoigne du changement des mentalités. Oui, mais ces changements eux-mêmes sont induits par quelque chose de plus important encore, à savoir les profonds changements de civilisation qui s'opèrent sous nos yeux en cette fin de siècle.
Nous sommes entrés dans une période où la langue française a le devoir, pour garder son rang, de se battre afin de pouvoir également offrir, le jour venu, un autre choix quant à la façon de dire et de parler le monde. Mais ce n'est qu'un début et le combat continue.